Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et à la une de l'actualité, aussi bien dans le Financial Times que pour Le Parisien, il est question de réchauffement climatique, de COP26. La France veut montrer l'exemple, c'est la une du Parisien. Un moment de vérité, c'est la une du Financial Times qui propose un supplément spécial pour lutter contre le réchauffement climatique. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de Thierry Pêche. Bonjour. Bonjour. Thierry Pêche, vous êtes directeur général de Terra Nova. Vous êtes aussi ancien coprésident du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Et à ce sujet, vous publiez un ouvrage, Le Parlement des citoyens, aux éditions du Seuil, collection La République des idées. Alors, c'est une actualité qui est très chargée dans le domaine donc, de la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a cette COP26 et puis il y a également le bilan du G20. Et si j'en crois Le Monde, eh bien, le G20 a envoyé un signal mitigé dans la lutte contre le réchauffement climatique, avec, selon Le Monde, le communiqué final qui réaffirme les objectifs de l'accord de Paris, reconnaît donc l'importance d'atteindre la neutralité carbone, mais n'indique pas d'échéance précise et ne met pas fin au financement public de nouvelles centrales au charbon hors des frontières des pays membres. Bref, un bilan, disons, mitigé. Votre regard sur ce bilan mitigé, Thierry Pêche? Le G20, c'est 80% des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est pas rien. C'est le gros du problème. Sur les 20 pays qui composent cet ensemble, il y en a 11 qui ont déposé des projets d'augmentation de leurs efforts de réduction. C'est bien, mais il y en a 9 qui ne l'avaient pas fait ou qui l'ont fait de façon allusive. Et dans ces pays-là, vous avez des pays qui comptent beaucoup et pour qui la transition climatique est particulièrement complexe. Vous avez l'Inde ou des pays comme ça. Donc c'est pas étonnant que le bilan du G20 soit mitigé. Ça n'est que la première mi-temps. Il y a une deuxième mi-temps qui est la COP elle-même. Tout le mécanisme de la COP consiste justement à mettre la pression des pairs Mhm. sur les mauvais élèves pour que ils regardent leurs chaussures avec un peu de honte s'ils maintiennent des positions un peu attentistes. Maintenant, ces COP, elles ont produit de nombreux effets par le passé, l'accord de Paris étant l'un des plus significatifs. Mais enfin, on doit aussi réaliser ce qu'on peut en attendre et ce qu'on ne peut pas en attendre. Bon, Justement, à cet égard, que diriez-vous, je Thierry pense que les Pêche? COP, d'abord, l'accord de Paris a résisté à un certain nombre d'épreuves, il faut le rappeler. Trump avait promis sa perte, Trump avait essayé d'entraîner derrière lui Mhm. des pays pour sortir de l'accord de Paris. Il est toujours là, c'est une bonne nouvelle. La vertu des COP, c'est de poser ce genre de cadre D'accord. et de les maintenir dans le temps. L'accord de Paris avait donné rendez-vous tous les 5 ans aux membres de la conférence des parties pour rehausser leurs objectifs. Donc là, on a un vrai test de crédibilité puisque la COP26 n'a pas pu avoir lieu en 2020 quand elle devait avoir lieu, elle a lieu aujourd'hui. Mais enfin, une fois que les États ont pris des engagements, la question est de savoir comment ils les tiennent. Et là, évidemment, on entre dans le dur. Et je crois que devant l'accélération du réchauffement, c'est à ça qu'il faut s'intéresser aussi. Je ne suis pas sûr que ce soit dans les COP qu'on puisse définir la façon de faire, le comment on gouverne la transition écologique et climatique. Et ça se passe dans les États, dans les régions. Pour nous, Français, ça se passe en France, mais ça se passe aussi à l'échelle européenne. Et c'est là qu'on entre vraiment dans la vérité. Donc les COP doivent garder cette fonction de, comment dire, de définition du cadre et de ses exigences, en y ajoutant, et ce sera un des débats de la COP26, des règles de transparence sur ce que font réellement les États, ce qu'on peut vérifier, mais on ne peut pas attendre des COP qu'elles soient le lieu de la discussion sectorielle sur la façon dont on réduit les émissions de gaz à effet de serre dans tel ou tel domaine. Ça se passe entre les COP et c'est à ça qu'il faut s'intéresser. Mais alors, si l'on prend donc les différents dossiers, alors tout d'abord, la manière dont la France est perçue, la manière dont la France agit contre ce réchauffement climatique, si on devait juger ce qui a été fait dans notre pays, est-ce que l'on peut considérer que nous sommes un bon élève dans ce contexte-là, Thierry Pêche? Nous sommes un élève moyen. Nous sommes dans le top 10 de la transition énergétique et au regard des classements du Climate Change Performance Index, qui est un des repères, on est 23e sur 195 pays. Donc on n'est pas un mauvais élève, on n'est pas non plus
leader de ce mouvement, malheureusement. Heu, on a une chance qui a été beaucoup discutée ces dernières années, mais on a néanmoins une chance au regard, des enjeux climatiques, c'est qu'on a une électricité très décarbonée du fait de notre industrie nucléaire. Donc ça compte beaucoup et on a vu d'ailleurs que dans les projections de RTE qui ont été, remises, la semaine passée, il n'y a pas beaucoup de scénarios dans lesquels on passe la barre de la transition énergétique sans capacité nucléaire. Donc on a cet avantage relatif d'avoir une énergie très décarbonée parce qu'on a des capacités nucléaires. Qu'est-ce qui Maintenant grève dans ce cas-là notre bilan? Ou est-ce que les choses pourraient ou devraient s'améliorer selon vous, Thierry Pêche? Eh bien, il y a quantité de domaines dans lesquels il y a encore beaucoup à faire, où les chantiers ont été lancés, mais on n'avance pas assez vite. La rénovation thermique des bâtiments, la bascule de la mobilité thermique vers la mobilité électrique, l'agriculture, la transition agroécologique du modèle agricole. Tous ces domaines sont encore commençants. Mais beaucoup de choses ont été engagées. Dans le domaine de la rénovation thermique des bâtiments, la Convention citoyenne dont je me suis occupé proposait des obligations de rénovation thermique des bâtiments pour les propriétaires bailleurs et les propriétaires occupants. Le gouvernement a fait une partie du chemin dans la loi climat et résilience sur les propriétaires bailleurs. Il sera désormais interdit à compter de 2025 et 2028 de louer des passoires thermiques classées E, F ou G. Enfin, je passe sur les détails techniques, mais on a fait un premier pas. Ma prime rénov est en train de démarrer, qui est un dispositif qui aide les ménages à financer les efforts de rénovation. Donc, tout ça commence, mais tout ça doit aller beaucoup plus vite. Et la question que moi je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus vite des choses qu'on sait faire? C'est ça qui est surprenant. On sait rénover un bâtiment. On sait même cultiver sans un certain nombre d'intrants chimiques. On sait faire une voiture électrique. Pourquoi ça ne va pas plus vite? Alors, on peut dire il y a des lobbies économiques, oui, ils existent naturellement. On peut dire aussi qu'il y a des crispations sociales. On l'a vu avec les gilets jaunes, les bonnets rouges, etc. Mais il y a quelque chose en plus, c'est qu'on ne sait pas s'organiser suffisamment, de façon suffisamment performante pour aller plus vite et monter à l'échelle. Quand je regarde ce que font les Suédois ou les Néerlandais, par exemple, les Suédois, ils ont beaucoup plus négocié la Mmh. transition écologique. On sort demain avec Pascal Canfin, le président de la commission environnement du Parlement européen, un papier qui fait 10 propositions sur justement comment on gouverne la transition écologique. Euh, c'est un problème de gouvernance. C'est pas sexy les problèmes de gouvernance. Néanmoins, ça conditionne l'efficacité de ce qu'on fait. Je vous donne un exemple très Oui, rapidement. Dans vous la pouvez loi, en donner d'autres d'ailleurs. dans la loi climat et résilience, il est prévu de rendre obligatoire des zones à faible émission dans les villes de plus de 150 000 habitants. Donc il y a 33 zones à faible émission qui doivent être installées dans les années qui viennent. Si on fait ça, demain, il y a des artisans qui font de la logistique avec des vieux utilitaires, des vieux camions, qui pourront plus entrer dans ces zones, qui vont devoir changer de véhicule et souvent ils n'ont pas les moyens de le faire, ils ont des marges très faibles. Donc on va les mettre en difficulté. Eh bien, pour que ça marche, pour qu'ils ne bloquent pas le jeu, parce qu'évidemment ils ne seront pas contents si on leur interdit de faire leur travail dans les zones à faible émission. Il faut les mettre autour de la table avec des banquiers, des constructeurs automobiles, des représentants de l'État et des collectivités territoriales pour négocier une solution. Pour dire aux banquiers Mmh. quel crédit vous faites pour que monsieur puisse acheter d'autres véhicules, pour dire aux constructeurs automobiles si on vous garantit tel volume d'achat, quel prix vous faites, et nous, l'État, qu'est-ce qu'on peut faire pour dérisquer le crédit du banquier, pour peut-être lisser le calendrier d'application des normes dans telle localité. Bon, il faut trouver des accords négociés, sinon on n'avance pas. C'est ce que font nos partenaires européens souvent. Les Néerlandais, par exemple, ont fait des climate tables, des tables du climat, autour desquelles ils ont réuni les acteurs, les territoires, sous le regard de la société civile, des ONG, et ils ont progressé beaucoup plus vite que nous. On a toujours l'impression que quand on discute, on perd du temps. Non, eux, ils ont discuté, ils ont progressé plus vite que nous dans un certain nombre de domaines. Prenez l'exemple du réseau de recharge électrique des véhicules. Savez-vous que un tiers des bornes de recharge électrique qui sont présentes en Europe sont aujourd'hui aux Pays-Bas? Parce que justement, ils ont su discuter et avancer. Donc je crois qu'il faut qu'on mette en place une gouvernance beaucoup plus négociée de la transition écologique. Et je dirais même que ça ne concerne pas que la transition écologique. Bon alors, ça c'est pour ce qui nous concerne, Thierry Pêche, mais il y a aussi d'autres pays et
des pays qui ne sont pas de petits pollueurs. Il y a en particulier la question de la Chine, puisque le président chinois est absent de cette COP26, alors même qu'une bonne part de l'électricité chinoise, 60%, est dérivée du charbon. Par conséquent, on se dit que tous les efforts de la majorité vont être vains, vont demeurer vains si la Chine, vous évoquiez l'Inde tout à l'heure, ne devenait pas véritablement active dans la réduction donc de ses émissions. C'est tout à fait juste. La Chine, c'est 28% des émissions mondiales. C'est le premier émetteur de gaz à effet de serre aujourd'hui sur la planète. Donc, rien ne fonctionnera si elle ne se met pas en mouvement elle-même. Elle a commencé à le faire, mais on part de très loin. Je rappelle que la Banque de Chine a investi ces dernières années 35 milliards de dollars dans le financement d'infrastructures de production d'énergie au charbon. Alors, elle vient de dire qu'elle ne financerait plus de projets charbon à l'étranger. On aurait aimé qu'elle ajoute qu'elle n'en ferait plus elle-même. Il y a des mines de charbon qui ont été remises en service parce que le système électrique chinois ne fournit pas assez pour alimenter la croissance de l'activité, là, dans la sortie de pandémie. Donc, on a un acteur Mhm. qui ne s'est pas vraiment encore mis en mouvement, mais qui a besoin de se mettre en mouvement. Parce que le problème climatique, c'est un problème domestique en Chine. La qualité de l'air dans les villes chinoises fait l'objet de tensions sociales importantes en Chine. Et j'ajouterais que la compétition technologique sur la transition climatique concerne au premier chef la Chine. Je rappelle que si les prix des énergies renouvelables photovoltaïques et en particulier se sont effondrés et ont permis à toute une série d'agents économiques d'entrer dans le développement du photovoltaïque, c'est parce que les Chinois ont mis sur le marché des solutions qui étaient abordables économiquement. Donc, je pense que la Chine ne descendra pas du cheval. Il y a une course technologique à laquelle elle participe et qui la concerne. Donc on a besoin d'un acteur chinois beaucoup plus offensif sur ces sujets. La Chine doit être offensive, dites-vous, Thierry Pêche, mais il y a aussi une forme d'injustice, je mets les guillemets qui conviennent, autour du mot injustice, tout simplement parce qu'aujourd'hui, une bonne part de l'activité industrielle, de l'activité manufacturée est faite en Chine, et donc il est normal, logique, ou en tout cas compréhensible que ces émissions, elles soient aujourd'hui en Chine, puisque les usines sont pour une bonne part là-bas. Est-ce que tout cela n'imposerait pas aussi une autre compréhension par rapport à la situation chinoise? Je pense que vous voulez dire qu'ils fabriquent pour nous et que donc nous sommes comptables des émissions qui sont émises depuis le territoire chinois, mais pour satisfaire une demande Évidemment. occidentale, c'est bien ça. Oui, et vous avez raison. Et c'est pour ça qu'il faut compter les émissions de chaque pays en empreinte carbone et pas simplement en émissions territoriales. Vous savez, les émissions françaises ont baissé sur 20-30 ans parce qu'on compte en émissions territoriales. C'est-à-dire qu'on regarde ce qui est émis depuis le territoire national. Il est Mais normal, alors on ce qui a... on peut évidemment s'en émouvoir, mais il est normal que dans un certain nombre d'activités manufacturées, nos émissions soient faibles, puisque ces activités C'est ça. ne sont plus en France. La désindustrialisation a été un des grands facteurs de baisse des émissions françaises. Si vous prenez l'exemple de l'Allemagne qui est juste à côté de nous, la désindustrialisation n'a pas du tout été comparable. Ils gardent une base industrielle très forte en Allemagne et ils ont un niveau d'émissions assez supérieur à nous, de façon plus que proportionnelle au surcroît de population allemande par rapport à la population française. Donc si on compte en émissions importées, il y a une partie des émissions territoriales chinoises qu'il faut partager. C'est vrai. Et vous savez, à la fin, qu'une tonne de CO2 soit émise depuis la Chine ou depuis la France ou depuis le Mali, peu importe, à la fin, c'est le problème de tous. En matière de climat, je le répète toujours, personne n'est innocent et tout le monde sera victime. Alors, il y a des gens qui sont plus coupables de d'autres et d'autres qui seront plus victimes que d'autres. Et sans doute, les plus victimes Hmm. ne seront pas les principaux coupables. Mais enfin, c'est le problème collectif. Donc, si on peut émettre moins à un endroit, c'est un avantage pour tout le monde. Mais vous avez raison, une partie du bilan carbone de la Chine est notre bilan. C'est le bilan de nos échanges internationaux. Et puis alors, dans ce contexte-là, il n'y a pas que la Chine, il y a aussi les États-Unis, et là, on peut parler d'une forme d'ambiguïté américaine, Thierry Pêche? Écoutez, concernant les États-Unis, on revient de loin pour deux raisons. J'ai fait Disons. allusion à Donald Trump, je n'y reviens pas, il a essayé de casser l'accord de Paris, il n'y est pas arrivé, Bon, c'est une bonne nouvelle, très bien. ça c'est une Mais chose. souvenez-vous du discours et de la posture des Américains à la COP de Copenhague.
C'était: «On ne négocie pas le mode de vie américain». Voilà. C'était une position extrêmement dure. Obama a défendu cette attitude à une époque, hein. Si vous vous promenez dans une ville américaine et que vous voyez 2 SUV thermiques devant chaque, petite maison, des banlieues bourgeoises, américaines, vous comprenez très, très vite ce qui se passe aux États-Unis. En effet, il y a une surconsommation d'énergie fossile et cetera. Bon, avec Biden, les États-Unis ont changé d'attitude. Ils ont changé d'attitude aussi sous la pression de leur propre opinion publique et de la société civile. Ils ont changé d'attitude sous la pression des événements climatiques. Souvenez-vous des méga-feux en Californie, en Oregon. Souvenez-vous des ouragans, et il y en aura d'autres malheureusement. Bon, Certes, mais Biden a aujourd'hui les mains liées par le Congrès et le Congrès, donc, lorsqu'il est question de financer ces infrastructures, n'a pas donné de réponse claire ou en tout cas de réponse définitive à ces questions, Thierry Pêche. bien sûr, c'est juste, ça sera difficile, mais vous savez, c'est difficile partout la transition climatique. Il suffit pas de vouloir. Il suffit pas de vouloir. La montagne d'investissement qui est devant nous est absolument colossale. Nous avons à relever un défi qui est peut-être le plus grand défi de l'histoire de Mais l'humanité. Donc, là aussi, vous avez évidemment raison de le souligner, Thierry Pêche, mais dans le cas des États-Unis, on n'est pas dans le même cas que dans celui de la Chine, mais on est dans le cas d'un pays qui a un mode de vie particulièrement polluant et qui, s'il ne fait pas des efforts importants, malgré une population qui est évidemment moindre que celle de l'Inde ou de la Chine, constitue une part importante, là aussi, c'est des le deuxième émissions pollueur polluantes. mondial, bien sûr. Donc, c'est pas un petit problème, vous avez raison. Mais j'insiste sur le fait que ça n'est pas simple. Euh, J'insiste parce qu'il faut le dire aux populations. Vous savez, quand on dit ça, il y a toujours des gens pour dire: «Ah, mais vous faites peur, vous racontez un film d'horreur, l'écologie punitive, c'est pas bien». Tout ça, c'est des contes pour enfants. La vérité, c'est que ça va être difficile, qu'il faut le dire aux populations. Vous savez, quand votre maison brûle, pour reprendre une célèbre formule, s'il y a quelqu'un qui vient vous dire: «Non, non, ne t'inquiète pas, il ne se passe rien», c'est lui qui vous fait peur. Si au contraire, cette personne vous dit: «En effet, il y a un gros problème, il faut qu'on se retrousse les manches pour le résoudre», alors là, vous écoutez. Eh bien, c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui avec le climat. Bon, on va continuer d'évoquer ces questions et notamment l'une des solutions qui est la Convention citoyenne que vous connaissez bien, Thierry Pêche, puisque vous êtes l'ancien coprésident de ce comité de gouvernance de la Convention citoyenne et vous publiez Le Parlement des citoyens aux éditions du Seuil, collection La République des idées. On en parle dans une vingtaine de minutes. En attendant, eh bien, il est 8 heures sur France Culture. Excellent réveil à tous. 7h, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et nous sommes en compagnie de Thierry Pêche. Thierry Pêche, vous êtes ancien coprésident du comité de gouvernance de la Convention citoyenne et vous publiez à ce sujet Le Parlement des citoyens, c'est aux éditions du Seuil, dans la collection La République des idées. Mais vous êtes aussi directeur général de Terra Nova et je souhaitais vous faire réagir au biais politique de Frédéric Seyss qui évoquait l'attitude à adopter face à un candidat putatif, Éric Zemmour, avec, expliquait Frédéric, un certain dilemme pour les équipes de campagne. Si vous deviez aider ces équipes de campagne, que diriez-vous, Thierry Pêche? Quelle est la bonne attitude, selon vous, à adopter par rapport à ce candidat potentiel encore, puisque on ne sait pas Moi, je ne comment c'est. conseille pas les équipes de campagne sur leur stratégie de communication. Et voyez, on a passé 20 minutes à discuter ensemble de ce que je considère être le principal problème du siècle, la transition climatique. Parce que si on n'en sort pas, bah, on le paiera tous, le monde va devenir invivable. Je n'ai pas entendu une phrase intéressante, substantielle de Zemmour sur ce sujet. Moi, j'ai aucun problème à parler de Zemmour, mais il faut qu'il me donne un peu de matière intéressante et j'en ai pas. J'en ai pas sur la transition climatique, j'en ai pas sur les problèmes qu'elle va poser aux ménages, j'en ai pas sur les vrais problèmes. Donc on peut parler de Zemmour, on peut organiser du spectacle de rue à Drancy avec son ancien employeur et lui-même. Tout ça, bien sûr, occupe le bocal, mais tout ça n'a aucun intérêt. Et puis, je veux dire, comment on peut se revendiquer à la fois de la mémoire de Gaulle et de celle de Pétain? Je comprends pas, moi. Je pense que c'est un roman culturel national misogyne qui va pas très loin. Bon, mais un candidat promu, voire élu, on parlait tout à l'heure de Donald Trump, pour des raisons que d'aucuns jugeraient
critiquable, cela existe. Si par mégarde, celui-ci n'avait pas le même agenda que vous, par exemple, par Mmh. rapport à la question climatique, que pourriez-vous faire? Que pourraient faire finalement ces différents protagonistes? Anne Hidalgo, comme le rappelait Frédéric Seyss. Écoutez, il n'est pas candidat, il le sera sans doute, j'en sais rien, mais non, je ne souhaite pas répondre à des questions qui sont des hypothèses sur des hypothèses. En effet, il y a eu un 4 Trump. Est-ce que vraiment le cas Zemmour peut ressembler au 4 Trump? J'en sais rien. Je crois que tout ça est un petit peu, comment dire, la routine rhétorique du moment médiatique dans lequel on se trouve. Et on va voir ce qui se passe là dans les semaines qui viennent. Pour le moment, les enquêtes d'opinion montrent qu'il ne croit plus beaucoup, qu'il n'augmente plus beaucoup. Je peux me tromper, mais je pense que sa capacité de débordement dans les classes populaires, chez les ouvriers, les employés, est assez faible. Je rappelle que les employés, c'est 75% de femmes. Manifestement, il n'a pas beaucoup d'audience chez les femmes, et si on se demande pourquoi, c'est pas très difficile de comprendre pourquoi. Il a un discours misogyne. Bon, donc voilà, attendons un petit peu qu'il soit candidat, qu'on puisse un peu juger sérieusement de son potentiel, et puis parlons-en à ce moment-là. Et puis on verra s'il a des choses intéressantes à dire sur les problèmes importants. Pour le moment, je suis désolé, il n'y a pas grand-chose. Le reste du paysage politique, Thierry Pêche, que vous inspire-t-il aujourd'hui? Écoutez, j'ai entendu qu'à ce même micro, la semaine dernière, était commentée l'étude de la Fondapol sur la droitisation du paysage politique. Et je regardais cette étude et finalement, si je regarde les chiffres même sur la base desquels on arrive au constat de droitisation, moi, j'arrive pas au même constat. L'étude nous dit il y a un bloc de droite qui n'a jamais été aussi haut, 37%. Il était à 34% il y a 4 ans. Puis elle nous dit il y a un bloc de gauche qui n'a jamais été aussi bas, il était à 25, il passe à 20. D'accord. Bon, la droitisation était donc déjà réelle il y a 4 ans et elle est encore plus forte aujourd'hui. Mais vous savez compter, Guillaume, 37 plus 20, ça fait 57. Il me manque 43%. Où sont-ils? Ils sont au centre, 18%, et ils sont dans des gens qui disent « je ne veux plus répondre à une question posée dans ces termes-là ». C'est-à-dire, je ne me situe plus à droite ou à gauche. Voilà. Donc le vrai sujet de cette enquête, c'est ce halo de gens qui ne se mettent plus ni à gauche ni à droite. L'addition gauche-droite n'a jamais été aussi basse. Elle l'était déjà en 2017, on sait où ça a conduit. Donc pour moi, le rapport de force qui se dessine en ce moment ne peut pas se résumer à une droitisation ou une extrême droitisation. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Thierry Pêche, vous avez dirigé une expérience démocratique inédite en France, puisque vous avez été coprésident du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Vous allez nous rappeler en quelques mots quel était le principe de cette convention citoyenne et vous défendez vigoureusement ce procédé dans un livre qui paraît en ce moment, Le Parlement des citoyens aux éditions du Seuil. En quoi consistait cette convention citoyenne pour le climat? Cette Convention citoyenne pour le climat, elle est née du contexte dont chacun se souvient, des Gilets jaunes, qui a conduit le gouvernement d'abord à construire le grand débat national, puis sur la question écologique, a proposé que soient réunis 150 citoyens tirés au sort et représentatifs de la population française pour répondre à une question qui était comment réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030 par rapport à ce qu'elles étaient 30 ans plus tôt, dans un esprit de justice sociale. Voilà. Donc l'expérience de la Convention citoyenne pour le climat consistait à dire nous avons en gros un consensus sur le diagnostic. Toutes les enquêtes montrent que les Français sont préoccupés plus que jamais par la question climatique. En revanche, nous n'avons pas de consensus sur l'action. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on demande à des Français ordinaires de se réunir, de s'informer, de délibérer ensemble pour trouver des solutions à ce problème? Est-ce qu'ils aboutissent à une forme de consensus qui pourrait inspirer les politiques publiques et paver le chemin d'une action publique plus sereine sur ces questions? Action qui est, on l'a dit ce matin, complexe et difficile. Donc on a fait cet exercice qui était inspiré des conventions citoyennes irlandaises, mais avec un objectif que n'avaient pas les conventions citoyennes irlandaises, qui était de produire des propositions de politique publique ayant quasiment forme
de projets de loi et qui puissent être ensuite transmises au Parlement ou au peuple français par référendum. Donc, une ambition qui était relevée. On devait faire ça en 4 mois. Au bout de 9 mois d'une réforme des retraites avortée et d'une pandémie toujours pas finie, les citoyens, moi, avec Laurence Soubiana, je pilotais le comité de gouvernance, mais je ne participais pas au débat. Les propositions sont les leurs, pas les miennes. Ils ont abouti à des propositions que le président de la République a accueillies, chacun s'en souvient, à l'Élysée. Et là a commencé un autre processus, qui était le processus de mise en musique, de mise en pratique des propositions de la Convention citoyenne. Il en est résulté 2 ensembles de mesures. Le plan France Relance, qui comporte toute une série de préconisations qui avaient été portées par les citoyens, et bien sûr la loi Climat et Résilience, qui reprend un certain nombre de leurs propositions. À partir de là, la discussion est devenue très politique. Est-ce que le gouvernement a suffisamment suivi les citoyens de la Convention ou pas ? Bon. Il y a eu des débats sur le sans filtre, chacun s'en souvient, l'engagement du président de la République. Bon. Moi, dans ce livre, je raconte comment on a fait tout ça. Mais j'essaye aussi de faire un bilan critique. Alors, critique, je suis un acteur engagé, bien sûr, on peut toujours me le reprocher, mais je crois aussi avoir une connaissance intime du processus qui me permet aussi de mesurer ses limites. Alors, il a des limites, il a des vertus, et je crois que c'était une expérimentation. Il ne faut pas figer les choses maintenant. On peut en tirer des enseignements pour l'avenir. Mais bien sûr, il a aussi des limites. Que vous a appris cette expérience, Thierry Pech? Qu'est-ce qu'il y a eu de véritablement surprenant durant ces longues semaines donc, où vous avez accompagné cette convention citoyenne? Écoutez, d'abord, c'est une expérience humaine extrêmement forte. Ça vous change. Et ça change les gens qui y participent. Et moi, j'en suis sorti avec la conviction qu'il fallait apprendre à gouverner plus collectivement. Je l'avais déjà, mais je l'ai plus encore au terme de cette expérience. Vous savez, on a monté un processus démocratique là, dans cette campagne qui s'appelle la Grande Conversation 2022 à Terra Nova, et on a construit une petite communauté citoyenne de 50 personnes avec BVA, à qui on a demandé quelles sont les qualités du président de la République futur. Et les gens nous ont dit des choses qu'on dit toujours, qui sont le costume gaulien, le courage, l'autorité, la détermination, etc., etc. Mais ils ont ajouté quelque chose qui n'est pas très gaulien. Ils ont dit la proximité et l'écoute. Et il y a dans le pays aujourd'hui une attente, je crois, d'ordre, bien sûr, mais aussi de gouvernement plus collectif. Il y a une demande qui est gouvernons ensemble. Bon. Et c'est ça que je retiens de la Convention citoyenne pour le climat. C'est l'idée que les institutions ne sont pas contestées par les gens que nous avons réunis. Ils ne sont pas du tout hostiles à la démocratie représentative. Lorsqu'il leur a été demandé, par exemple, de dire s'ils pensaient que leur proposition devait passer par référendum ou plutôt par la voie parlementaire, ils ont dit, dans l'immense majorité des cas, par la voie parlementaire. Il n'y a pas de contestation de l'ordre représentatif. Par contre, il y a l'idée que l'ordre représentatif ne suffit plus, qu'il faut donner la parole aux gens, mais pas juste pour, comme on le fait dans les sondages, pour relever leurs opinions, pour cueillir des volontés qui seraient supposées déjà là. Non, pour discuter, progresser ensemble, négocier des solutions, argumenter les uns avec les autres. Mais la principale critique qui a été adressée à ce type de mécanisme délibératif, Thierry Pech, c'est que l'exécutif ne suive pas et il y avait, semble-t-il, une déception pour un certain nombre de citoyens qui appartenaient à cette convention citoyenne, parce qu'ils ont fait des propositions et celles-ci n'ont pas été entendues. Alors, c'est un classique de ces expériences, hein. On y entre dans la ferveur et l'enthousiasme, on en sort dans le scepticisme, parce qu'en général, malheureusement, à quelques exceptions près, notamment les cas irlandais, il y a peu de décisions publiques. Si vous regardez, par exemple, on a inspiré la convention climat britannique, enfin anglaise, puis écossaise, puis espagnole. Qu'est-ce qui est sorti de la convention anglaise? Pas grand-chose. Bon. Alors que le Parlement s'était engagé, etc. Dans le cas français, je pense qu'on a fait monter les espérances beaucoup trop haut avec cette histoire de sans filtre. Ça n'est pas le bon contrat à passer avec les citoyens des conventions futures. Je crois qu'il faut que le gouvernement dise « je vais agir sur un problème qui est important et qu'il faut régler. Aidez-moi à le régler. Éclairez ma volonté. Éclairez mon action.
C'est ça le contrat qu'il faut passer avec les conventions. Mais ça signifie qu'à la sortie, si on refuse une proposition de la convention, il faut lui substituer une proposition de même ambition, parce que le problème qu'on a défini au départ, il reste entier. Et donc je crois qu'il y a quelque chose d'incomplet dans ce dispositif qui, à l'avenir, pourrait être conduit très différemment pour donner lieu à moins de déceptions et peut-être même à aucune déception. Maintenant, il faut être juste au double sens du mot, c'est-à-dire au Mhm. sens de justice, mais aussi au sens de justesse. Quand on regarde tous les éléments qui sont sortis des mains des conventionnels et qu'on retrouve plus ou moins différemment, à la fois dans France Relance ou dans la loi Climat et Résilience, il y a beaucoup de choses. Tout de même, si obligation va être faite aux propriétaires bailleurs de ne pas vendre des logements jugés indécents au regard de leur performance énergétique, on le devra aux citoyens de la Convention. Bon, je pourrais prendre comme ça. Ce serait intéressant d'avoir d'autres exemples parce que, d'abord, la principale question est dans le si. Thierry Pêche, et puis on se dit finalement que cette convention citoyenne a peut-être accouché d'un certain nombre de décisions qui ne seront pas suivies des faits parce que le style de gouvernement d'Emmanuel Macron est trop vertical pour... Mais d'abord, attendez, je ne suis pas là pour défendre ou accabler Emmanuel Macron, c'est pas mon intention, mais pour rappeler des faits. C'est lui qui a voulu cette convention. C'est le président de la République qui l'a mise en place, la Convention citoyenne pour le climat. Donc, on ne peut pas non plus lui faire tous les procès en même temps. Euh, Moi, je pense très sincèrement que les réponses du gouvernement étaient insuffisantes. Je l'assume clairement, publiquement, il n'y a pas de problème. Mais je ne peux pas laisser dire qu'elles sont nulles. Je peux en faire la liste, si vous voulez. On parlait tout à l'heure des zones à faible émission. Bon, l'obligation faite aux villes de plus de 150 000 habitants de créer une zone à faible émission, c'est la Convention qui l'a proposée. L'augmentation des moyens alloués au train, au vélo, c'était une des demandes de la Convention. L'expérimentation d'un label Écoscore sur les produits de consommation, ça va être fait, c'était une proposition de la Convention. Euh, le renforcement du malus automobile pour les véhicules les plus polluants, plan France Relance, c'était aussi une proposition de la Convention. Des choses qui apparaissent comme des détails parce que on aime que la politique utilise des grands mots, mais à la fin, la vie des gens, c'est des choses concrètes. L'électrification des quais dans les principaux ports français, l'interdiction des terrasses chauffées, des bars et des cafés-restaurants, et je pourrais en citer beaucoup d'autres encore. L'élargissement du vélo électrique à la prime à la conversion, l'interdiction d'augmenter les loyers des logements F et G lors d'un changement de bail, etc. Enfin bref, je ne vais pas faire toute la liste. Vous pouvez vous reporter aux pages 152 et 153 de mon livre, vous y trouverez une liste assez longue. Donc voilà, si on veut être juste, c'est pas rien, et les citoyens de la Convention peuvent être fiers de ça, même si c'est pas assez, c'est sûr aussi. On trouve effectivement une défense de ce principe dans le Parlement des citoyens aux éditions du Seuil. Thierry Pêche, il y a des questions qui aujourd'hui ont été largement rebattues. Regardez par exemple le nucléaire. Il y avait eu des discussions importantes au cours de cette convention citoyenne sur la question du nucléaire, qui est bien entendu une question centrale lorsqu'il s'agit de lutter contre le réchauffement climatique, quelles que soient bien sûr les options que l'on prend ou que l'on voudrait prendre au sujet de ce type d'énergie. Et aujourd'hui, le président de la République annonce qu'il va relancer des EPR et créer de petites centrales pour fournir de l'électricité. Est-ce que dès lors, une partie de cette convention ne se retrouve pas caduque? Pourquoi? Je ne vois pas, non? Parce que les décisions sont en décalage par rapport... On a l'impression qu'en Non, peu mais de la deux Convention mois... n'a jamais demandé à ce qu'on abandonne le nucléaire ou à ce qu'on en fasse plus. La Convention a estimé que ce n'était pas un problème climatique, le nucléaire. Et c'est le cas, c'est vrai. C'est une énergie décarbonée. Ça peut être un problème de sécurité, ça peut être un problème économique. Enfin, on peut interroger le nucléaire à bien des égards. Mais du point de vue du climat, c'est plutôt une solution qu'un problème. Bon, je veux dire, qui peut dire le contraire? Alors, on vit dans le pays le plus nucléarisé quasiment du monde. La question de savoir s'il faut en rajouter ne s'est pas posée à la Convention. Ils n'ont pas dit qu'il nous faut plus d'énergie nucléaire. Ils ne se sont pas non plus prononcés sur s'il valait mieux prolonger les réacteurs avec grand carénage ou investir dans de nouvelles technologies. Mais d'une certaine façon, leur message était bon, bah, le nucléaire n'est pas un problème, on ne va pas passer 6 mois à parler de ça comme on le fait toujours en France dès qu'on a un débat sur le climat. Voilà. Pourtant, et c'est ce qui me frappe dans ces annonces, ça n'est pas tant leur contenu, mais la rapidité avec laquelle l'opinion semble,
je dis Oui. bien semble, avoir évolué sur la question du nucléaire. C'était, il y a quelque temps, une énergie qui faisait plutôt peur aux Français suite à la catastrophe de Fukushima. Aujourd'hui, il semblerait que ce soit principalement le fait qu'elle soit décarbonée qui compte. Même chose sur les éoliennes. Je le citais lors de la revue de presse de ce matin. Les éoliennes qui étaient plutôt considérées comme une énergie renouvelable, donc une énergie qui était plutôt observée C'est une énergie positivement. renouvelable, il n'y a pas de Absolument, doute. mais il y a des externalités et ces externalités, c'est par exemple le fait que celle-ci, là aussi je Oui, prends oui, pas oui. position, mais je note par exemple que dans cet article du Monde que j'évoquais pour des éoliennes installées à côté d'Aix-en-Provence, eh bien il y a de fortes oppositions, Oui. des oppositions dont certaines sont politiques, mais d'autres sont des oppositions de citoyens qui considèrent que ça fait du bruit, que ça défigure Mmh. le paysage. Tout cela est allé très vite. Mmh. Thierry pêche et finalement, on voit que s'il fallait faire une convention citoyenne, il faudrait pratiquement que celle-ci siège en permanence sur les Non, questions climatiques. je alors, je pense que le sujet était très, très vaste, le sujet de la Convention citoyenne pour le climat, sans doute trop vaste. Un des citoyens d'ailleurs dans la séance finale l'a dit, il faudrait un sujet plus étroit la prochaine fois, plus spécifique. On aurait pu prendre les transports, les mobilités, enfin on a l'embarras du choix. On pourrait prendre l'énergie, bien sûr. Mais la semaine passée, a été publié le grand rapport de RTE, que je citais tout à l'heure, qui était très attendu. Que nous dit, ce rapport? Heu, il nous dit que pour, aller à la décarbonation de la production énergétique, il nous faudra à coup sûr, quel que soit le scénario retenu, développer de façon absolument massive les énergies, renouvelables. Donc le photovoltaïque, solaire, l'éolien, quoi qu'on en pense, on a besoin de production éolienne pour décarboner, la biomasse, l'hydroélectricité, et cetera. Et la question, c'est quelle part le nucléaire, qui est une énergie non fossile, peut jouer dans, ce mix? Étant entendu qu'on part d'une capacité de départ qui est importante, hein. On a, je crois 58 tranches, de réacteurs nucléaires, c'est beaucoup. RTE nous dit: «Dans mon scénario central, si je veux pouvoir absorber une hausse de 35 de la consommation d'énergie, compte tenu des gains d'efficacité et de sobriété qui auront pu être faits à ce moment-là, je vais avoir besoin d'une capacité nucléaire significative qui suppose qu'aujourd'hui, on renouvelle un certain nombre d'équipements, soit en investissant dans de nouvelles technologies, soit en prolongeant des équipements, actuels». Voilà le bilan. En gros, personne aujourd'hui ne dit: «Chouette, on va faire de l'énergie nucléaire». Par contre, un nombre grandissant de gens disent: «Quoi qu'on en ait, on en a besoin». Et c'est ça la clé de l'évolution de l'opinion, je crois. En effet, début des années 2010, Fukushima, le nucléaire passe d'un très fort taux de soutien à un soutien beaucoup plus bas. Et aujourd'hui, il est remonté à 59 Mais 60. justement, puisque personne ne dit cela sur le nucléaire, dites-vous Thierry Pêche, mais précisément lorsque vous justifiez, lorsque vous défendez ce principe dans votre livre Le Parlement des citoyens que vous publiez aux éditions du Seuil, et vous convoquez par exemple le philosophe Jürgen Habermas, vous expliquez qu'il est important qu'il y ait aussi cette conception-là de la démocratie. Or, on se rend compte que ces questions sont effroyablement compliquées. Ça n'est pas un rapport aux valeurs, puisque on peut demander à un parlement de citoyens, par exemple, de trancher un rapport aux valeurs sur ce qu'il convient de faire par rapport à la vie, même peut-être sur la définition de la bonne vie. Là, on a affaire à des choses qui requièrent des avis d'experts, tout en sachant bien entendu, là aussi, il ne faut pas être naïf, que les experts ne sont pas d'accord entre eux. Donc lorsque l'on considère un type d'énergie, par exemple, il a nécessairement des externalités, des effets secondaires, voire des effets qui peuvent paraître absolument incompatibles avec leur installation. Est-ce que c'est véritablement le rôle de citoyen que de devoir trancher ces questions-là? Non, ils ne tranchent pas, ils ne décident pas. Non, mais ils font Bon, des propositions. il faut des propositions. Il faut absolument distinguer euh, les choses qui relèvent de la connaissance et les choses qui relèvent du souhaitable, de la politique. C'est pas la même chose. Il faut relire Max Weber, le savant et le politique ne font pas le même métier. Le savant peut vous dire, en effet, quelles sont les externalités de telle ou telle technologie. Il peut vous dire quel potentiel on peut en attendre. Il peut vous informer sur tout ça. Mais à la fin,
il faut faire un choix. Il y a plusieurs options possibles. Ce n'est pas la science qui décide du meilleur choix. Ce n'est pas la science qui décide du monde qu'on veut construire. Ça, ce sont les décideurs publics et les citoyens, soit en votant, soit parce qu'on les appelle à donner leur avis. Ce monde du souhaitable n'est pas arbitrable par la science. Et les scientifiques le savent très bien. Et les scientifiques qui sont venus devant la Convention, d'ailleurs, étaient dans une attitude de service, d'humilité savante, si vous voulez, face à cette Assemblée. Et c'est la bonne attitude. Les citoyens se sentaient honorés de cette attitude des scientifiques, qui restaient dans leur rôle, qui leur disaient ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce qu'on peut attendre des choix, mais qui jamais ne s'aventuraient à leur dire ce qu'il fallait penser à la fin ou ce qu'il fallait décider. Donc il y a une vraie frontière entre le savant et le politique. Et on ne la franchit jamais sans payer un coût important. Si le savant s'aventure à dire ce qu'il faut faire ou penser, il prend un risque. Et il le paye. Parce qu'il entre en politique. Mais au-delà de ça, la pandémie aussi, puisque il y a eu évidemment des répercussions de la pandémie sur la manière dont cette convention citoyenne s'est déroulée. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Thierry Pech, et puis elle nous a obligés, ou elle pourrait nous obliger, cette pandémie, justement, à revoir les relations entre le savant, le politique, puis le peuple, puisque Oui. le peuple, lui aussi, a bien entendu son poids. Il a son poids notamment lors des élections. Est-ce que vous n'avez pas la sensation, justement, que tout cela apparaît encore plus compliqué après la pandémie, Thierry Pech? Mais oui, c'est compliqué. Mais regardez précisément dans le cas de la pandémie, le conseil scientifique, présidé par Jean-François Delfraissy, a exprimé très tôt le désir d'avoir à ses côtés une représentation des citoyens, un conseil citoyen. Delfraissy l'avait demandé. Bon. Ça n'a pas été fait, finalement. Il devait y avoir des citoyens réunis pour la vaccination. Effectivement, on n'a plus entendu parler de... Le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, devait conduire une expérience dans ce domaine. Mais le savant lui-même, le conseil scientifique, demandait ce retour de la société, ne sachant pas ce qu'il pouvait, lui prêter comme volonté, comme peur, comme... Bon. Et donc, lui-même, il avait besoin de ce retour. Comme vous avez le son de la régie dans votre casque, Guillaume Erner, il voulait le son de la société dans son casque. Et c'est ça qui était demandé par le conseil scientifique. Et je crois que ça n'était pas une vaine demande. Mais ça, c'est une belle utopie d'avoir le retour de la société, parce que précisément... on Oui, vit ça dans s'appelle des la sociétés... démocratie, Guillaume Erner. Non, C'est une très belle utopie. la démocratie, d'abord, je ne crois pas que ce soit une utopie, sinon c'est un horizon que l'on peut atteindre, qu'on n'a probablement pas la possibilité de voir dans son idéal incarné, mais on peut quand même imaginer que celle-ci est là. Non, là où il y a de l'utopie, et peut-être aussi, mais alors ça, je laisse chacun juge, une sorte de pente peut-être démagogique, c'est celle qui consiste à dire que malheureusement ces questions qui relèvent de la science aussi, puisque on voit par exemple dans le débat sur la vaccination que ce débat, il se fait au nom de la science, même si la science est tordue dans tous les sens à cet égard. Est-ce que dans ce cas-là, demander à des citoyens de trancher ces questions, ça n'est pas un rêve Encore une impossible à fois, atteindre? on ne leur demande pas de trancher, ils n'ont aucun pouvoir de décider. Et donc, ce que vous dites serait inquiétant si on leur demandait de décider, de trancher. On leur demande d'éclairer une décision publique. Il y a des représentants qui sont élus pour décider. Personne ne remet en cause l'ordre des institutions, en tout cas pas moi. Moi, je suis même favorable à ce que les conventions futures aient lieu dans le sein du Parlement. Et je pense même qu'on pourrait mettre en place des panels hybrides, 2 tiers de citoyens, 1 tiers d'élus, comme ça a été fait en Irlande d'ailleurs, au tout début de ces histoires. Donc, je ne vois pas de contradiction entre l'ordre électoral représentatif et ce type d'expérience. Par contre, je vois une très grande fatigue de l'ordre électoral représentatif. À ma connaissance, dans le cas de la transition climatique qui nous occupe depuis le début de la matinée, il ne s'est pas avéré suffisant à réunir de larges assises dans la société, confère ce qui s'est passé avec les bonnets rouges puis avec les gilets jaunes.
Merci Thierry Pêche de nous avoir éclairé sur cette convention citoyenne qui doit éclairer les citoyens. Et on peut lire Le Parlement des citoyens aux éditions du Seuil dans la collection La République des idées, avec, je dois le dire aussi, un certain nombre de remarques visant à amender le processus et à l'améliorer, puisque la Oui. question du climat et la question dont les citoyens, ou de la manière dont les citoyens doivent s'emparer de cette question n'est évidemment pas encore achevée. On aura l'occasion d'y revenir de nombreuses fois.